Les règles de sécurité du programme nucléaire de la marine américaine ont été établies au prix de la vie des sous-mariniers du Thresher. Les marins suivent leurs procédures opérationnelles standards dans une cascade de défaillances plongeant vers les profondeurs de l'Atlantique. Le Thresher est alors le sous-marin le plus rapide et silencieux, rivalisant avec la plus petite classe Skipjack. Il a été conçu pour trouver et détruire les sous-marins soviétiques. Il possède le système d'armes le plus avancé, y compris des lanceurs pour le tout nouveau missile anti-sous-marin de la marine américaine, le Subroc. Il possède aussi des sonars passifs et actifs détectant des navires à une distance inégalée. C'est le premier d'une nouvelle classe de sous-marins nucléaires combinant les caractéristiques d'un sous-marin d'attaque et d'un appareil spécialisé dans la chasse aux sous-marins. Le sous-marin possède une coque en forme de cigare pour une performance sous-marine optimale, basée sur le sous-marin de recherche Elbacor AGS-S 569. À la proue se trouve le sonar massif BQQ-2, le plus avancé jamais installé sur un sous-marin. Les 4 tubes lance-torpilles du Thresher, situés derrière le sonar, sont répartis de chaque côté et inclinés de 10 degrés par rapport à l'axe central. Ils peuvent tirer les dernières torpilles anti-navires et anti-sous-marines et seront ultérieurement rééquipés pour lancer les roquettes anti-sous-marines ASRO. Le ASROC combine roquettes et torpilles. Elle laisse lancée comme une torpille conventionnelle, remonte à la surface, quitte l'eau sur une trajectoire balistique et replonge dans l'eau à l'endroit de la cible où l'ogive nucléaire explose. La centrale nucléaire S5W du sous-marin lui donne une autonomie illimitée. Son enveloppe de pression, construite en acier haute limite d'élasticité 80, lui permet de plonger jusqu'à 400 mètres. Selon la tradition de la marine, la classe de sous-marin porte d'abord le nom de Thresher, du premier bâtiment. Le contrat pour construire le Thresher est attribué au chantier naval de Portsmouth, sur la côte est des États-Unis. La quille du navire est posée le 28 mai 1958. Il est lancé le 9 juillet 1960 et mis en service le 3 août 1961 sous le commandement du commandant Dean Axin. Le Thresher effectue de longs essais en mer dans l'Atlantique Ouest et les Caraïbes tout au long de 1961 et 1962. Ces essais offrent une évaluation complète de ses caractéristiques technologiques avancées et de ses armes. Il participe à l'exercice de sous-marin nucléaire New Sub X 361 au large de la côte nord-est des États-Unis du 18 au 24 septembre 1961. Le 18 octobre 1961, Thresher et le sous-marin Cavella partent pour 3 semaines d'essais et d'entraînement à San Juan, Porto Rico, arrivant le 2 novembre. Le réacteur nucléaire est arrêté pendant l'escale au port. Aucune connexion à l'alimentation électrique à quai n'est disponible à San Juan, donc le générateur diesel de secours du navire est utilisé pour alimenter les charges électriques pendant l'escale au port. Après plusieurs heures, le générateur de secours tombe en panne et la charge passe sur la batterie du navire. La batterie sert surtout à alimenter les systèmes vitaux et à relancer le réacteur, d'où la coupure de l'éclairage et de la climatisation. Sans climatisation, après 10 heures, la température et l'humidité dans le sous-marin atteignent 60 degrés Celsius pendant que l'équipage répare le générateur diesel. Le générateur ne sera pas réparé avant la décharge de la batterie. L'équipage tente de relancer le réacteur, mais la batterie est déjà trop faible. Le capitaine revient à bord après une cérémonie à terre, alors que la batterie est totalement déchargée. L'équipage emprunte un câble à un autre navire dans le port et le connecte à Cavella, ce qui fournit assez d'énergie pour permettre à Thresher de redémarrer son réacteur. Thresher effectue d'autres essais et tire des torpilles d'essai avant de retourner à Portsmouth le 29 novembre. Le navire reste au port jusqu'à la fin de l'année et passe les 2 premiers mois de 1962 à faire évaluer ses systèmes sonars et Subroc. En mars, il prend part à l'exercice New Sub X 262 pour renforcer les tactiques des sous-marins nucléaires et l'entraînement anti-sous-marin avec le groupe de combat Alpha. Au large de Charleston, Caroline du Sud, Thresher soutient le développement du missile anti-sous-marin Subroc. Il revient brièvement en Nouvelle-Angleterre puis part en Floride pour d'autres essais du Subroc. À Port Canaveral, un remorqueur heurte accidentellement le sous-marin, endommageant l'un de ses ballasts. Après réparation à Gratton, Connecticut par Electric Boat, Thresher part pour des essais près de Key West puis remonte au nord.
Il entre au chantier naval de Portsmouth le 16 juillet 62 pour 6 mois d'entretien. Ils doivent vérifier attentivement le système de ballast, réparé après des dommages causés par le remorqueur. Pour entretenir le système, les ingénieurs installent des filtres temporaires dans les tuyaux afin de protéger les vannes. Ces filtres empêchent les contaminants de pénétrer dans la tuyauterie pendant que le système est ouvert. Les travaux durent plus longtemps que prévu et, après près de 9 mois, le navire est recertifié et remis à flot le 8 avril 1963. Le mardi 9 avril à 08h00, le Thresher, sous le commandement du lieutenant-commandant John Wesley Harvey, quitte Kittery, dans le Maine. Il retrouve le navire de sauvetage de sous-marin Skylark à 11h00 pour commencer ses essais de plongée initiaux après révision. Ensemble, ils partent vers une zone à environ 100 milles nautiques à l'est du Cap Cod dans le Massachusetts. Au cours de ces 2 années de service, il a déjà atteint sa profondeur d'essai, environ 40 fois ça. L'après-midi, Thresher réalise un test de plongée d'équilibrage, refait surface, puis replonge à 200 mètres, soit la moitié de sa profondeur d'essai, et reste immergé toute la nuit. Le lendemain, mercredi 10 avril à 6h30, Thresher rétablit les communications sous-marines avec Skylark et commence à se préparer pour les essais de plongée en profondeur. À 7h47, il commence à descendre jusqu'à la profondeur d'essai de 400 mètres sans. 5 minutes plus tard, il se stabilise à 220 mètres et contacte la surface, tandis que l'équipage vérifie le navire pour des fuites. Aucune fuite n'est détectée et Thresher poursuit sa plongée. À 8h25, il atteint 300 mètres tête sitsor. Les sous-marins comptent généralement sur leur vitesse et l'angle du pont ou leur angle d'attaque mais pour monter ou descendre. Tout comme un avion qui modifie l'angle de ses gouvernes de profondeur pour orienter le nez vers le haut ou vers le bas, un sous-marin utilise l'angle de ses plans de plongée et est propulsé en angle vers la surface ou en plongée. Si le sous-marin va vite et que les plans de plongée se bloquent alors qu'il est déjà à sa profondeur d'essai, cela pourrait envoyer le navire en dessous de cette profondeur en quelques secondes. Les sous-marins avancent généralement lentement et prudemment en profondeur. Le sous-marin descend en cercle lent et annonce au Skylark qu'il tourne vers Corporone 0,90, ce qui signifie qu'il va prendre un cap de 90 degrés sur la boussole. La qualité de transmission du Thresher commence à se détériorer lorsqu'il traverse une thermocline. La température de l'océan varie. Parfois, il y a une couche d'eau chaude qui flotte au-dessus d'une couche d'eau froide. Une thermocline est le point où elles se rencontrent. C'est aussi clair que de plonger votre bras dans la thermocline, la main dans l'eau froide et le corps dans l'eau chaude. Le changement de température altère la vitesse des ondes radio et la turbulence entre les deux eaux perturbe le signal. Juste après 9 heures, le Thresher navigue à seulement quelques nœuds. Actuellement, 2 interprétations différentes des données existent. L'une utilise des données de test et d'incidents sur d'autres sous-marins, l'autre repose sur des enregistrements sonores faits dans l'océan ce jour-là. Elles arrivent toutes les deux à la même conclusion, mais empruntent des chemins différents pour y parvenir. D'après les informations issues des tests et de l'expérience sur d'autres sous-marins, le rapport officiel conclut qu'à 09h09, un raccord de tuyauterie se rompt dans la salle des machines. Ce même type de raccord a déjà cédé auparavant sur d'autres navires utilisant le même type de connexion. 2 tuyaux sont assemblés par brasage à l'argent, comme pour 2 tuyaux en cuivre, au lieu d'une soudure classique. L'eau salée du tuyau de refroidissement inonde la salle des machines. L'équipage essaie en vain d'arrêter la fuite, alors que la salle des machines se remplit de brouillard. De l'autre côté de la salle des machines, l'eau du tuyau cassé provoque un court-circuit dans le système électrique, arrêtant la pompe qui fournit l'eau froide pour refroidir le réacteur nucléaire. L'United States Ship Abraham Lincoln a subi des fuites de tuyaux provenant de joints brasés lors des essais, et l'United States Ship Barbel a connu une défaillance d'un joint brasé en argent près de la profondeur de test lors d'un exercice. La salle des machines de l'United States Ship Barbel est inondée de près de 18 tonnes d'eau en 3 minutes, le temps de faire surface en utilisant la puissance et en soufflant les ballasts. Dans un autre scénario utilisant des enregistrements acoustiques, les systèmes SOSIS détectent 2 minutes d'instabilité électrique et la panne du bus alimentant la pompe principale à 9h11 entraînant son arrêt. Les enregistrements ne révèlent ni bruit d'infiltration d'eau ni de tuyaux éclatés. À cette profondeur, l'eau de mer entrant dans le sous-marin subirait une pression énorme.
Ce type de jet crée une onde sonore très spécifique qui n'est pas présente dans les enregistrements. Ces données SOSIS ont été classifiées lors de l'enquête judiciaire initiale et n'ont été déclassifiées qu'en 2013. Elles n'ont donc pas été versées au dossier ni analysées au moment de l'incident en 1963. Le commandant Harvey ordonne vitesse et assiette maximale à la remontée et de souffler les ballastes pour faire surface. Souffler les ballastes principaux remplira les réservoirs de ballast d'air, créant ainsi une flottabilité positive. Alors que le navire utilise normalement uniquement les plans de plongée pour orienter sa direction vers la surface, la flottabilité positive supplémentaire des ballastes garantira une remontée rapide. Le Thresher possède des cylindres d'air comprimé haute pression. Afin de remplacer l'eau dans les ballastes, l'air comprimé est libéré dans les ballastes, forçant l'eau à sortir et la remplaçant par de l'air. Mais lorsque vous ouvrez une vanne, comme la vanne du ballast, l'air passe rapidement à travers les tuyaux. L'air se refroidit au point de provoquer la congélation de la condensation dans les tuyaux. Ce n'est normalement pas un problème, car lorsque l'air à haute pression circule, il élimine tous les dépôts de glace. Mais maintenant, les filtres temporaires installés dans le système pour protéger les pièces mobiles des vannes pendant la maintenance bloquent le flux d'air au point que les tuyaux gèlent complètement. Ces filtres auraient dû être enlevés avant les essais en mer. En quelques secondes, l'humidité gèle, obstrue les filtres et bloque l'air, stoppant la tentative de souffler les ballastes. Comme la pompe de refroidissement principale s'est arrêtée, le réacteur nucléaire du navire s'arrête automatiquement pour se protéger. Lorsqu'un réacteur nucléaire s'arrête automatiquement en urgence, cela s'appelle un arrêt d'urgence. Le Thresher n'a plus de propulsion ni de contrôle du ballast. Le commandant Harvey ordonne d'activer la propulsion sur le système de secours à batterie. L'équipage de la salle des machines tente de réparer la pompe, puis se concentre sur le redémarrage du réacteur, ce qui prendra au moins 7 minutes. La dernière fois qu'un sous-marin nucléaire a perdu de l'énergie lors d'un entraînement contrôlé, cela a duré 25 minutes. Pour redémarrer. Jim Henry, officier stagiaire en contrôle du réacteur, effectue sa première patrouille après avoir quitté l'école d'énergie nucléaire. Il remplace l'officier de contrôle du réacteur du Thresher, le lieutenant Raymond McCool, qui est en permission à terre. Le stagiaire, Henry, applique les procédures standards et ordonne d'isoler le système de vapeur après l'arrêt d'urgence du réacteur, alors que le Thresher est proche de sa profondeur maximale. Le réacteur nucléaire chauffe l'eau qui se transforme en vapeur. L'eau augmente son volume 1600 fois lorsqu'elle se transforme en vapeur. La pression ainsi créée est dirigée à travers une turbine qui convertit cette énergie en propulsion et en électricité. Une partie de la vapeur est stockée dans une chambre secondaire et est libérée à la demande. Les procédures d'exploitation de la centrale du réacteur n'autoriseront pas un redémarrage rapide du réacteur après un arrêt d'urgence, ni la possibilité d'utiliser la vapeur restante dans le système secondaire pour propulser le sous-marin vers la surface. Le système doit refroidir puis être redémarré. Après un arrêt d'urgence, la procédure standard isole le système principal de vapeur, coupant l'alimentation des turbines de propulsion et d'électricité. Une fois fermées, les grandes vannes d'isolement du système de vapeur ne peuvent pas être rouvertes rapidement. Ces procédures s'appliquent aux conditions de fonctionnement normales. Elles ne sont pas destinées à restreindre les actions d'urgence concernant la sécurité du navire. S'il avait été présent, un officier expérimenté comme le lieutenant McCool aurait sans doute gardé les vannes ouvertes et utilisé la vapeur excédentaire du système secondaire pour faire remonter le sous-marin. À 9h12, Skylark appelle Thresher avec le signal K, utilisé pour informer un navire qu'on souhaite communiquer. Skylark ignore les conditions à bord du Thresher. Il répète 2 fois le signal K. À 9h13, Harvey signale leur situation par téléphone sous-marin. La transmission est brouillée, quelques mots restent clairs. Nous avons une légère difficulté avec une inclinaison positive. Nous essayons de souffler. Les officiers du Skylark entendent le sifflement de l'air comprimé en fond. Le Skylark accuse réception avec un rapide « reçu, terminé » et attend d'autres mises à jour du sous-marin. Ils envoient un message « aucun contact dans la zone ». Ce message est envoyé pour rassurer le Thresher qu'il peut faire surface rapidement car il n'y a rien dans la zone avec lequel il pourrait entrer en collision. À 9h15, Skylark demande au Thresher de confirmer sa position par rapport à Skylark, mais il n'y a pas de réponse. Le capitaine du Skylark, le lieutenant-commandant Ecker, pose maintenant une question plus directe. Êtes-vous maître de la situation ? 1 minute plus tard, Skylark capte une transmission brouillée du Thresher, qui est consignée dans le journal de bord du navire comme 900N.
Cela pourrait indiquer la profondeur et la trajectoire du sous-marin, ou que N signifie une réponse négative à la question du Skylark. Êtes-vous maître de la situation ? Une seconde transmission suit avec la phrase partiellement claire « dépassement de la profondeur d'essai ». À 09h18, le Skylark détecte un bruit à haute d'énergie et basse fréquence caractéristique d'une implosion. La profondeur estimée est de 730 mètres, près du double de celle d'essai du Thresher. L'implosion dure 0,1 seconde trop rapide pour que le système nerveux humain puisse l'apercevoir. Skylark multiplie les appels au Thresher, demandant un contrôle radio, une bombe fumigène ou tout signe de l'état du sous-marin. À 11h04, presque 2 heures après leur dernier contact, Skylark tente de transmettre un message au com Sublan, le commandant des sous-marins de la flotte de l'Atlantique. Depuis 09h17, plus de contacts avec Thresher, j'appelle toutes les minutes. Signaux explosifs toutes les 10 minutes sans succès. La dernière transmission reçue est brouillée. Cela indique que Thresher approche de la profondeur d'essai. Nous menons une recherche élargie. Des problèmes radio font que le commandement de la Sous-Lance ne reçoit et ne répond à ce message qu'à 12h45. Le lieutenant-commandant Ecker lance la procédure de perte de sous-marin Event Submiss à 11h21 et continue d'appeler Thresher à plusieurs reprises jusqu'à 17h00. À 18h30, le commandant de la force sous-marine de l'Atlantique demande à l'arsenal naval de Portsmouth d'avertir les familles des membres d'équipage, en commençant par Irène, l'épouse du commandant Harvey, que le Thresher est porté disparu. Le chef des opérations navales, l'amiral George Anderson Jr., se présente devant le corps de presse au Pentagone et annonce que le sous-marin est perdu avec tout son équipage. Le président John F. Kennedy ordonne que tous les drapeaux soient mis en berne du 12 au 15 avril en l'honneur des 129 sous-mariniers et membres du chantier naval disparus. De 1915 à 1963, la marine américaine a perdu 16 sous-marins dans des accidents non liés au combat. Après cet incident, la marine lance SubSafe, un programme plus strict de révision, de conception et d'inspection de sécurité lors de la construction. Depuis la mise en œuvre du programme SubSafe, un seul sous-marin a été perdu dans des circonstances similaires. Des sécheurs d'air sont ajoutés aux compresseurs d'air haute pression des sous-marins pour éviter la formation de glace. Les procédures standards sont ajustées pour accélérer le redémarrage de la récupération. Cela permet un redémarrage immédiat du réacteur et l'utilisation de la vapeur du circuit secondaire en quantité limitée pendant plusieurs minutes après un arrêt d'urgence. Ayant été perdu en mer, le Thresher n'est pas désarmé par la marine américaine et reste en patrouille éternelle.